Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 11. Épisode encore une fois réalisé en Zoom. On a lu vos commentaires, on a vu que c'est mitigé, mais vous comprenez, on voyage, surtout Monsieur Moulay en ce moment, là il est à Paris. Et justement, il en a profité pour nous ramener un invité vraiment exceptionnel pour parler de vente. Pourquoi la vente? Tout simplement. Le meilleur commercial que je connaisse. Le meilleur commercial que Moulay connaisse. Bon, ça, c'est, vous voyez, on vous vend bien le podcast. Pourquoi ce thème? Parce que vous l'avez demandé dans le groupe Telegram. C'est quand on a fait le petit sondage la dernière fois pour ceux qui sont dans le groupe Telegram. C'est ce qui est revenu en tête. Pour ceux qui veulent intégrer le groupe, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mais voilà, dans ce podcast, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de vente, on a parlé d'influence marketing, on a parlé de technique de vente, on a parlé d'appel d'offres, on a parlé d'analyse de la concurrence. On a parlé vraiment d'énormément de choses et je pense que ça devrait vous aider quel que soit le secteur, n'est-ce pas Moulay? C'est parti. Let's go. On est parti. Épisode 11, messieurs. Est-ce que tu as quelque chose sur le chiffre 11, Kai, comme tu avais fait le 10, qui était incroyable? Non, bon, tu sais mes références footballistiques, hein, le 11 comme Romario de Sousa Faria, champion du monde 1994, et j'ai encore le seum que le Brésil soit éliminé. Oh, la Bon, machine. c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est notre avis. Je me demande même si je dois parler et pas t'écouter là. Exactement. Non, ne parlons pas de football. Alors, disclaimer, cet épisode est enregistré le matin de France-Maroc. Donc, au moment où vous regarderez cet épisode, vous connaîtrez déjà l'affiche de la finale. Mais bon, ce n'est pas notre sujet. On a un invité qu'on a rêvé d'avoir depuis très longtemps. Dorian est avec nous. Hello. Pour ceux qui Là, suivent je te laisse faire l'intro, l'intalakou de notre invité du jour. Alors, pour ceux qui suivent vraiment avec attention, j'ai mentionné le nom de l'individu ici présent quand on parlait d'argent et de money game comme étant un de mes entrepreneurs collègue, mais maintenant star et modèle, parce qu'il vous en dira un peu plus, mais il a réussi à finir le Money Game Entrepreneur, au moins la première partie, parce que c'est jusqu'au bout, le combat ne s'arrête jamais. Mais pour faire très simple, je vais peut-être laisser Dorian se présenter, déjà dire qu'est-ce qu'il a fait, mais en tout cas, le thème d'aujourd'hui étant la vente. Ce que vous sachez, c'est que Dorian est l'entrepreneur que je connais qui est le meilleur commercial. Clairement. Tu me mets de la pression. Ah, gars, il faut que tu délivres. Il faut que je place la barre, tu vois. Et donc, c'est important que tu expliques aux gens, d'une part, quelle était la boîte que tu as fait et surtout un peu, qu'est-ce que tu as fait comme exercice commercial. Parce que, bon, je ne vais pas spoiler les gens, mais tu as quand même vendu ta boîte partout, tout le monde, ton produit. Donc, go, my man, go. Ravi d'être avec vous. Ouais. Franchement, 11e épisode. J'ai pas la même encyclopédie de toi pour le foot, mais c'est top. C'est pas mal. C'est pas mal, hein, ça prend bien. Ouais. Donc, content d'être avec vous pour parler un peu de mon expérience d'entrepreneur et aussi de commercial. Ouais. Donc, moi, j'ai 32 ans. J'ai monté Ivancy il y a maintenant 6 ans. Donc, j'avais 25-26 ans quand j'ai lancé le projet où je sortais d'école de commerce. Et c'est là où j'ai rencontré mon associé. Mais avant ça, si je vais encore en arrière, j'ai commencé l'entrepreneuriat quand j'avais 20 ans. Ah. Et donc, j'ai monté mes premiers projets qui étaient toujours dans la distribution. Si vous entendez, il y a un petit chien derrière qui participe un peu aussi. C'est ça. Il veut parler, lui aussi, il veut être la star en fait, du meeting et du podcast. C'est ça. Donc, si vous m'entendez parler en même temps, c'est normal, hein, je parle à Gypsy. C'est ça. On lui demandera son avis tout à l'heure. On lui demandera son avis, ouais. Il sera content de le donner. Hein. Même quand on ne lui demande pas, il continue de parler. Donc, voilà, j'ai monté une boîte qui s'appelle Ivancy. Donc, Ivancy, ça a été la plus grosse boîte des influenceurs dans le monde. 130 influenceurs, 130 personnes, 500 000 influenceurs enregistrés sur la plateforme. 500 000. 500 000, ouais. Un demi-million. Ouais, c'est ça. 500 000 micro-influenceurs. Ça nous donnait plusieurs milliards de données sur les différents réseaux, donc YouTube, Instagram, blog, Pinterest, TikTok. Vraiment, on était enregistré sur tous les réseaux. Et donc 130 salariés répartis un peu partout en Europe. Donc on avait des bureaux en Espagne, en Allemagne et avec le headquarter à Paris. Donc ça, c'était pas mal. Et à la fin, on a lancé l'Italie
qu'on a revendu la boîte. Je spoil un petit peu, mais j'en parlerai plus en détail après. Et donc, sur Ivancy, en plus grosse plateforme de micro-influenceurs au monde, avec une moyenne d'abonnés par influenceur de 20 000 abonnés. Donc sur les différents réseaux. Et aussi, l'autre point hyper important, c'est qu'on travaille avec tout type de marques. Donc, sur 3 verticales, on travaille avec des marques comme L'Oréal, La Roche-Posay, donc qui fait partie de L'Oréal. On avait aussi le groupe Yves Rocher. On avait les restaurants aussi. On travaillait avec Vapiano, Bagel Corner. Ah bon? Ça? Ouais, on était pas mal aussi sur de la restauration. On était également sur tout ce qui était fashion. Donc, on avait des clients comme Fremantle Porter, comme Sud Express. Donc, voilà, c'est les 3 verticales en fait qu'on targetait. Et après, on travaille aussi avec des milliers d'entreprises et du small business, donc des entreprises de plus petite taille, de start-up un peu connues ou moins également. Mais le but, c'est de répondre à tous les besoins, quelle que soit la taille de l'entreprise et quels que soient les pays. On envoyait des dizaines de milliers de produits par mois parce qu'en fait, on s'occupait de la logistique pour l'envoyer aux influenceurs. Ouf. Et donc, donc la grande particularité de nous qu'on avait, c'est on offre un produit ou un service à des influenceurs, on ne les rémunère pas et ils font les collaborations sur les réseaux, donc des collaborations non rémunérées pour être sur de l'authenticité. Notre but à nous… Surtout des micro-influenceurs. Tu as utilisé le terme micro-influenceur tout à l'heure. Ouais, on était vraiment focus micro. C'était 20 000 en moyenne, tu disais. C'est 20 000 abonnés en moyenne parce qu'en fait, quand tu es sur les nano-influenceurs, tu es généralement sur du 0 à 2 000 abonnés. Ensuite, le micro, c'est de 2 000 à 100 000. 100 000 à 1 million, tu vas être sur du macro et 1 million et plus, tu vas être sur du star. Donc ça, c'était vraiment l'échelle, l'ordre de grandeur que nous, on avait pour répertorier les influenceurs. Et donc, nous, le vrai focus, c'était micro-influenceurs. Donc, tu envoies un produit, tu participes à un service, et en fait, tu fais un partenariat non rémunéré pour être sur de l'authenticité. Parce qu'à partir du moment où tu payes quelqu'un… Entrepreneur State of Africa, on est micro là. Alors. Non, les micros, 3000, on est à combien? Les micros là, ouais. T'es nano, frère. Nano. Restons cool. Nano, ok. Nano. Ouais, donc là, t'es micro, c'est pas mal, ça se développe. Et donc voilà, ça, c'était vraiment le scope sur lequel nous, on était. Donc, on a grossi la boîte assez rapidement en 5 à 6 ans. Donc, ce que j'expliquais par rapport au pays, par rapport à la communauté, par rapport aux marques avec lesquelles on travaillait. Et donc, on est arrivé à 5-6 millions de chiffre d'affaires. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait passer vraiment le coup d'après. Donc, on est en train de faire une nouvelle levée de fonds. Donc, dans la vie d'Ivancy, on avait levé 6,5 millions. Donc, 4 millions en dilutif et 2,5 millions en non dilutif. Donc, ça veut dire que 4 millions avec des investisseurs qui sont rentrés au capital et 2,5 millions plutôt avec des banques qui rentraient dans le projet. Et donc, on était en série B. On est en train de faire une série B. Donc, quand je vous parle de ça, c'est en 2021, février-mars. Et une série B, donc c'est levé entre 10 et 20 millions d'euros. Donc, c'est ce que nous, on recherchait avec des investisseurs privés pour compléter ensuite avec la banque pour développer un peu plus la boîte. Et en faisant le roadshow, donc on allant voir des investisseurs, on est tombé sur des Américains qui ont été intéressés par Ivancy. Et donc, on a décidé de vendre l'intégralité de la société à ces Américains-là. Donc, on a vendu 100% de la boîte à un groupe qui s'appelle PSG, ce fonds d'investissement-là, qui fait partie des top 10 plus gros fonds aux États-Unis. Et donc, on a rejoint un groupe hyper ambitieux qui s'appelle Skippers. Et Skippers, c'est un groupe français qui réunit 9 sociétés. Donc, les 9 boîtes ont été rachetées par le même fonds pour créer le groupe Skippers. Et donc, j'ai participé à l'aventure pendant 1 an où j'ai été général manager du groupe en Europe. Donc, je m'occupais de l'Italie, l'Espagne, Portugal, Allemagne, Autriche et Suisse. Et donc, j'ai recruté les country managers qui ont géré le développement commercial de ces pays-là avec à peu près 70 personnes dans les différents pays en Europe sur l'intégralité des solutions du groupe, donc les 9 solutions du groupe qui ont été rachetées. Donc voilà, je me suis occupé de ça et récemment, je suis sorti, j'ai fini mon année et donc assez libre aujourd'hui et en train de travailler sur d'autres idées. On pourra en parler un petit peu à la fin du podcast ou pendant s'il y a des questions dessus. Ouais. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a réussi à faire avec Ivancy en 5 à 6 ans. Est-ce que tu as un commentaire pour notre invité? Mon commentaire, il est simple. Game over. Game over, exactement, c'est ça. Non, il a vraiment fait le taf. Il a vraiment fait le taf. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je pense que… Alors, pour donner un peu de contexte,
pour ceux qui nous écoutent, c'est comment Doran et moi, on s'est connus, peut-être aussi. Parce que du coup, on était dans les tranchées ensemble, mon gars. On était dans les tranchées. Je pense qu'on s'est connus dans l'incubateur de showroom privé. Ouais, exactement. Look Forward. C'était quoi, 2016, non? 2016-2017? 2016, ouais, je pense. 2017. Ouais, je crois que c'est 2017. Ouais. Juste après que nous, on ait notre petit début de croissance, là. Vous aussi, vous veniez, toi, tu commençais à avoir ton équipe, toi. Tu commençais à avoir tes stagiaires et tout. Ton armée. Mon armée. Il avait une armée de stagiaires, de rien. Alors, pour la petite histoire, comme j'explique souvent aux gens, je crois que j'ai dû mentionner ça, peut-être pour ça qu'on en parlait. Quand on a commencé dans l'incubateur, il y avait donc 20 startups, je pense. Ouais, c'est ça. On était 20. Exactement. Ouais. Bon, elles sont toutes mortes aujourd'hui, à part nous deux, je crois. La majorité, ouais. Sont toutes, les gens. Et encore, je crois que toi, tu étais juste un an avant moi. Je crois que moi, j'étais la promo d'après. Ouais. Mais tu continues de traîner un petit peu dans l'incubateur. C'est possible que j'ai squatté un peu. Ça, personne ne va en disconvenir. Mais, et surtout, je crois qu'on est les deux seules boîtes qui aient survécu, mais les deux seules dans lesquelles Thierry Petit a investi. C'est possible. Aussi. Ouais. Donc, rappelez qu'il est Thierry Petit pour le Oui. Public. Donc, showroom privé, donc l'incubateur dans lequel on était, c'est de la boîte showroom privé, qui est donc la deuxième plus grosse plateforme de vente privée en Europe. Donc, Thierry Petit, le fondateur, est donc le plus gros investisseur, je pense, en tout ce qui est en tech, en tout ce qui est en nombre d'investissements. Je crois que c'est lui qui en a fait le plus. Et donc, notamment beaucoup fashion, advertising comme lui. Donc, c'était vraiment l'expert dans le domaine. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai parlé de comment j'ai galéré pour le convaincre pour investir. TikToker, toi? Ouais, j'ai un petit compte. Mais non. Moulay Talk. Mais non, c'est vrai. Attends, mais c'est pas. Dorian, c'est pas qu'il a juste un compte TikTok, il est à fond. Mais non. Il est à fond. Il est influenceur TikTok. Je ne le suis pas encore. C'est pour ça qu'il parlait de Gary Vee et tout. Hein. Mais c'est mon gars, tonton Gary. Tu sais que le but de ce podcast, c'est d'arriver à l'épisode 100 et de l'inviter. C'est une fois qu'on a fait ça, on a atteint le level. Gary Vee, épisode 100. T'inquiète. Ouais. Donc, tu nous aides à atteindre ce chemin-là. Donc, sache que c'est ça le combat dans lequel on est. C'est beau, c'est beau. Si, merci. Donc, non, voilà. Donc, on s'est connus. T'es une vraie Instagrammeuse maintenant, alors? TikToker. C'est plus stylé. Tu vois, un peu moins de tenue sexy, un peu plus de cerveau. Tu vois, on essaye de vendre un peu de l'intellect. Mais en parlant de vente, du coup, le truc qui est important, je pense aussi, c'est de situer. Je pense que quand je t'ai connu, alors je crois que c'était le moment où vous aviez. Parce que toi, au tout début, ce que les gens doivent savoir, parce que les gens se demandent peut-être comment tu es arrivé, ce que tu nous as dit que tu as commencé, c'était projet d'école. Ouais, exactement. Ouais. Et au début, tu as commencé, tu étais avec une newsletter, si mes souvenirs sont bons. Ouais, comment on avait commencé, en fait, c'est un milieu que je connaissais assez bien, parce que j'avais monté une première boîte, justement, j'en parlais un petit peu au début, de distribution, à tes souhaits. Merci. Sur des produits de chasse et pêche, donc je commercialisais des produits-là en Pologne, aux États-Unis, en Belgique. Qu'est-ce que tu connais en chasse et pêche? Mais en fait, j'avais fait un stage dans une boîte et j'avais rapporté 40 000 € au patron en 4 mois de stage. Attends, comment? Voilà, explique-nous ça. Ça te ressemble bien. En fait, je démarchais des revendeurs pour revendre en fait ces produits-là. C'était une ceinture de pantalon qui résiste à 2200 kg. Et avec cette ceinture-là, on peut faire du rappel, on peut tracter une voiture qui est en panne, on peut vraiment tout faire. C'est le couteau suisse de la ceinture. On sent que tu as répété ce speech-là beaucoup. Non, sérieux. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je ne l'ai pas pitché cette ceinture. Tu l'as pas pitché la ceinture, voilà. Mais c'est vraiment, même MacGyver, il peut tout faire avec. Et pour ceux qui connaissent MacGyver. Et en gros, donc on avait cette ceinture-là qu'on commercialisait. Je lui ai rapporté 40 000 €. Il m'a demandé de continuer avec lui. Et donc, ce que j'avais fait pour développer la ceinture, c'est j'avais trouvé des youtubeurs qui faisaient des vidéos dessus et j'avais mis des codes promo. Et les codes promo qu'on a mis en place, ça permettait de voir le chiffre d'affaires justement qu'on permettait de générer grâce à ces youtubeurs sur la ceinture. Donc là, j'ai gardé l'idée dans un coin de ma tête et je me suis dit, mais en fait, il faut travailler avec des influenceurs, mais à grande échelle. Donc, on a regardé un petit peu ce qui se faisait. La problématique, c'est que quand tu es en mode agence, tu peux travailler avec 10, 20 influenceurs, mais tu ne peux pas travailler avec 200, 300, 1000 influenceurs sur des campagnes. Et donc là, on a commencé à regarder ce qui se faisait. On a vu qu'il y avait une boîte américaine qui s'appelait FameBeat, qui était rachetée par Google aux États-Unis, et donc en fait, qui fonctionnait hyper bien. Et donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Un copycat. Et donc, on a pris pour exemple cette boîte qui s'appelle FameBeat, qu'on a reproduit en France et qu'on a réussi à accélérer. Et donc, comment on a commencé? C'est du B2B2C, parce qu'on a une communauté d'influenceurs, des marques qui nous payent pour utiliser la plateforme et faire des partenariats avec les influenceurs. Donc là, on a commencé à contacter plein d'influenceurs pour qu'ils s'inscrivent sur notre Excel. Tu les as contactés vraiment cold aussi. C'était aussi tu les as contactés juste sur les réseaux. Ouais, juste sur les réseaux. Okay. Donc, on leur disait, inscrivez-vous, vous allez avoir des produits de marque comme Chanel, LVMH, inscrivez-vous sur la plateforme. Vous avez eu LVMH comme client aussi? LVMH, on les a eu, mais Chanel, on ne les a jamais eu comme
clients. Ah, Donc, mais t'as vendu quand même, c'est important. mais c'était une bonne approche. C'était une belle approche. C'était, C'était pour vendre. On parlera de ça après, mais voilà. voilà, c'était une bonne approche. Et donc, on a commencé à mettre ça en place. Et ce qui se passe, c'est qu'on a eu 100, 200, 300, 500 inscriptions pour des personnes qui voulaient travailler avec Chanel. Bon, in fine, au bout de 2 ou 3 mois, les premiers produits qu'on leur envoie, c'est des produits de semelles pour chaussures qui n'étaient pas Chanel. Et donc là, on a commencé à driver justement des gens intéressés pour faire des partenariats. Et en fait, on a commencé à faire ça avec Instagram, YouTube. Et rapidement, on s'est dit, il faut se focaliser sur Instagram. Et on a bien fait parce qu'on est devenu la première plateforme d'Instagrammeurs au monde. Parce que la plupart des plateformes concurrentes étaient positionnées sur YouTube. Donc, on a été la plus grosse au monde sur Instagram. Ouais. Et donc là, Instagram, il y a 6 ans, c'était l'explosion. Ouais. C'est là où ils se sont fait racheter par Facebook, explosion du réseau social. Ouais. Et donc, on s'est vraiment bien positionné là-dessus. On a fait le bon choix. Parce que plus il y avait d'Instagrammeurs, plus nous, on développait notre communauté, plus on était visible, plus on faisait des partenariats, plus les marques s'intéressaient à faire des collaborations sur Instagram et non sur YouTube. Et donc, nous, on a grossi à la même échelle, pas avec le même montant, mais même échelle qu'Instagram en termes de croissance, quoi. Ça nous permettait de nous développer. Et donc, voilà, ça a changé vraiment la dimension et la vie de la boîte d'avoir fait cette prise de décision. Donc, on a commencé avec un Excel en contactant des gens sur Instagram pour faire des partenariats non rémunérés avec des marques qu'on n'avait pas. Voilà, c'est comme ça, le résumé est beau. Mais du coup, on va beaucoup parler de vente, effectivement, mais là, vu qu'on est toujours dans le sujet influence, tu sais, sur les différents marchés américains, européens, asiatiques et africains sont assez différents, surtout en Afrique où en gros, on va dire que le secteur suit la tendance, mais avec quelques années de retard sur pas mal de choses. Je voudrais avoir ton avis. Est-ce que tu as connu le moment où en France, peut-être les marques ou même les gens dans le marketing disaient, mais bon, influenceur bullshit, ça sert à rien. D'ailleurs, influenceur, c'est quoi? Parce qu'on a beaucoup ce débat-là en Afrique francophone, même si le budget des marques augmente chaque année sur l'influence. Mais est-ce que tu as connu ce moment-là? Donc, si oui, ce serait intéressant de savoir dans un autre marché comment est-ce que les mentalités ont changé petit à petit de influence, c'est n'importe quoi, c'est du jeu, à c'est devenu la technique numéro 1 en termes de marketing. Ouais. C'est une bonne question. En fait, en fonction des pays, déjà, l'influence est plus ou moins développée. Donc, nous, en France, par exemple, il y a 5 ans de retard sur les États-Unis. Donc, après, l'influence a toujours existé parce qu'à l'époque, c'était les RP. Donc, les RP, ouais, c'est ce que je dis. Ça a toujours existé. On faisait un article ou non en fonction de l'intérêt. Donc, en fait, l'influence a toujours existé. C'est juste qu'aujourd'hui, avec le développement des réseaux et le fait que les jeunes passent de plus en plus d'heures par jour, parfois, on peut arriver à 5-6 heures passées par jour sur les réseaux en fonction du temps qu'on a. Mais en fait, c'est juste le modèle qui a changé, mais ça a toujours existé. Et donc, ça dépend des pays, ça dépend de la maturité. Ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que les influenceurs, on peut les appeler des influenceurs, des créateurs de contenu. Il y a aussi différents noms qui permettent de les mentionner. Ce qui est important, c'est d'avoir des influenceurs crédibles sur un secteur d'activité donné. Donc, ce que nous, on pouvait voir, c'est il faut regarder, est-ce que c'est des vrais followers, des faux followers, quelle est la moyenne d'âge des gens qui les suivent, sur quel secteur d'activité, quel type de produits ils ont l'habitude de faire, combien de collaborations. Et donc, ça, c'est super important de regarder. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un must-have. Il faut travailler avec des influenceurs parce qu'en fait, si on ne fait pas de collaboration sur les réseaux, on n'est pas visible. Et si on n'est pas visible, eh bien, on ne vend pas des produits. Et en fait, en termes de notoriété, de gain d'argent, de ROI, il faut faire à peu près au moins… En fait, une personne, il faut qu'elle soit touchée 7 fois pour qu'on achète le produit. C'est-à-dire que… Toi, tu fais de la répétition. Il faut faire de la répétition, il faut être touché 7 fois pour avoir envie d'acheter le produit. Donc, en fait, l'influence, c'est de la répétition. Plus on vend un produit, plus on va être intéressé, plus on va être amené à l'acheter. Gypsy, viens ici. Comme je vous ai dit, je parle au chien en même temps parce qu'il me réclame des gâteaux. C'est ça. Il est gourmand, C'est ça. Donc, viens ici. Et sur les steaks. il veut son gâteau. Viens. Et donc, en fait, c'est vrai que les mentalités changent en fonction des pays, en fonction de la maturité. Et il faut s'adapter. Mais par contre, c'est un vrai must-have. Aujourd'hui. Mais quand tu as commencé, genre tes premiers rendez-vous clients,
Est-ce qu'il y avait des gens qui te disaient, non, mais l'influence, ça ne marche pas? Non, parce qu'au tout début, Mhm, c'était nouveau pour tout le monde. Il n'y avait pas encore de pôle d'influence dans les groupes. mhm, Les gens se posaient la question, ils ne regardaient même pas est-ce que c'était des vrais ou des faux followers, ils ne regardaient pas le ROI. mhm. Le seul but, c'était juste d'être présent sur les réseaux et d'avoir du contenu. Donc en fait, au tout début, Ouais. ce n'était pas une problématique. Aujourd'hui, c'est devenu une problématique De parce que c'est rentabilité. de rentabilité parce que c'est beaucoup Oui, plus parce mature. qu'ils investissent plus. Exactement. Donc en fait, en 5 à 6 ans, il y a eu un changement du tout au tout sur l'influence. Mhm. De 1, on fait des posts juste pour être visible et avoir du contenu, à vraiment on veut driver du ROI. Donc Mhm. voilà, il y a eu un bouleversement du marché en fait. Et quand toi, tu as commencé vraiment tes premiers rendez-vous, est-ce que tu savais déjà à qui parler? Tu allais voir directement les gens du marketing? Et je pense que dans la vente, comme décrit Kai, il y a aussi cet aspect de savoir à qui tu parles. Parce que je pense que, bon, aujourd'hui, en Afrique, il y a peut-être des gens qui, selon leur appétence personnelle, croient ou non à l'influence. Et je me dis, en fait, de manière générale, quand tu veux vendre un service comme ça dans un truc un peu nouveau, comment tu choisissais à qui tu parlais? Est-ce que tu Ouais. tentais tout le monde? Est-ce que c'était… comment tu choisissais à qui tu parlais? Ouais, alors c'est pas facile sur l'influence parce que comme c'était pas structuré, Ouais. on devait parler au directeur marketing, Mhm. directeur relations presse, directeur communication et directeur digital. Donc en fait, on appelle ça un ICP. C'est vraiment le profil idéal en fait avec lequel on doit travailler, qu'on doit contacter. ICP, c'est-à-dire, c'est quoi ça? C'est le profil que tu vas targeter. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu vends une solution au directeur marketing, ton ICP, ça va être le directeur marketing. Et C'est quoi ICP? C'est quoi ça stand? Pourquoi? C'est quoi le truc? le mot complet, Ouais, le mot je complet. ne l'ai plus en tête là. C'est Mais, la personne qui peut décider d'acheter, c'est ça? ouais, c'est ton idéal profile en fait. Ok. C'est vraiment ton acheteur. Ton acheteur, ok. C'est ton acheteur, c'est la personne à qui tu vends. Donc d'abord, il faut Et- déterminer qui est ton acheteur. Voilà, il faut déterminer qui est ton acheteur. Mais comme nous, les pôles d'influence n'étaient pas créés dans les boîtes, Mhm. en fait, on devait contacter toutes les personnes qui touchent aux réseaux sociaux. Donc le digital. Ideal Customer Profile. Ideal Customer Voilà. Profile. Merci, Kai. Ouais, bien vu. Merci Et, Google. C'est Google. Important. mais tu as été réactif, c'est top. C'est important. T'es top. Et donc, voilà, donc nous, on contactait, donc ça passait des directeurs au community manager, au chef de projet ou chef de produit marketing. Donc, on avait un panel qui était hyper large. Et donc, ça dépendait aussi de la taille des boîtes. Quand je contactais une startup, et ben, en fait, au niveau de la startup, ça allait plutôt être le cofondateur, le Ouais. CEO, Le CMO, ouais. voilà, qu'on devait toucher. Donc, tout dépendait de la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la maturité qu'il y avait sur l'influence. Donc, mais ouais, en tout cas, voilà, bouleversement. Ouais, c'est comme ça que ça a évolué. Mais du coup, moi, je voudrais revenir sur la notion 7 fois touché avant la vente. Je ne sais pas si toi, Moulay, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu avais déjà entendu ça? Parce que j'entends très souvent, justement, ce côté répéter les choses à tous les niveaux. On se le disait la dernière fois, on disait en tant que CEO, même, je crois que c'est toi, Moulay, qui disait Ouais. qu'on est en fait Chief Officer. Chief Repeating Officer. En fait, Aussi. pour qu'un message passe, il faut répéter. Et du coup, l'entendre effectivement dans une discussion autour de la vente, c'est une grosse piqûre de rappel parce que parfois, on a des réflexions un peu hallucinantes où on se dit, bon, on ne va pas saouler les gens ou alors, non, ne prends pas tel influenceur parce que j'ai déjà fait une campagne avec un tel. Enfin, on oublie en fait ce qui caractérise en fait l'intention d'achat, je trouve. Toi, c'est des réflexions que tu te fais dans Africrea ou en cas? Alors, moi, personnellement, moi, je suis très bourrin dans cet esprit-là. C'est-à-dire que c'est pour ça que, par exemple, j'aime bien bosser avec les mêmes influenceurs, moi, ou les mêmes personnes, parce que je considère que, quelque part, comme dit Dorian, de mon expérience, en fait, je ne suis pas un communicant moi-même. Moi, je suis vraiment le gars, juste je regarde les chiffres. Et j'avoue, si les chiffres prouvent une chose, c'est ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que c'est jamais ta première opération qui va directement convertir le maximum de monde. Et ce qui va être intéressant, c'est que tu le vois beaucoup, nous, quand on traque, par exemple, les sources d'acquisition des gens. On demande aux gens comment ils nous connaissent. Parce que beaucoup de gens nous viennent en organique, en tapant vraiment Africrea sur Google. Et quand tu leur demandes, quand ils ont acheté, tu leur poses la question après, mais comment vous nous avez connus? En fait, ils ont beaucoup de mal parce qu'ils te citent en général 2 ou 3 endroits où ils t'ont vu. Ils vont dire, ben, j'ai voulu un jour acheter chez une marque sur Instagram, elle était sur votre plateforme. Après, j'ai vu une pub avec les Coupé Boys. Et après, sur Google, quand j'ai tapé, tiens, je voulais acheter finalement des bijoux pour un mariage, mais j'ai revu Africrea. Et là, comme tu l'avais déjà vu 2 ou 3 fois avant, tu es plus à même de faire le pas parce que tu as déjà un capital confiance pour la marque. Donc, c'est ce que moi, j'ai beaucoup vu parce que quand tu creuses en fait l'expérience, les gens viennent
en fonction d'une source, mais ce qui fait qu'ils achètent, c'est qu'en fait, ils t'ont déjà vu 2 ou 3 fois avant ailleurs. Ouais, exactement. La répétition est hyper importante pour pousser à l'acte d'achat. Ouais. Ouais. Mais Dorian, sur la répétition, parce que là, on est en train de parler de la répétition vis-à-vis notamment du consommateur final. Je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs, moi-même, toi aussi, tu as été confronté, tu en parlais d'ailleurs tout à l'heure, à des situations où en fait, tu cherches à vendre à des entreprises. Ouais. Donc, tu vas aller voir un directeur marketing, tu vas aller voir un directeur de communication. Est-ce que toi, dans ta logique de vente, tu vas adopter la même logique? C'est-à-dire que je vais lui pousser des blogs, je vais l'inviter à un événement. Enfin, tu vas essayer d'inventer plusieurs choses pour l'avoir. Ou alors, tu vas tout miser sur quand je le rencontrerai, je vais le pitcher à la Steve Jobs et puis ça va passer. Non, tu es obligé de contacter différemment. Tu as du marketing où tu vas avoir des études de cas vraiment adressées à sa problématique. Tu vas essayer de faire du retargeting, tu vas faire de la publicité sur les réseaux. Ensuite, tu vas faire du cold calling. Donc, tu vas avoir une équipe de commerciaux qui vont faire de l'appel à froid pour réussir à générer des rendez-vous qualifiés. Donc, en fait, tu es obligé de faire différentes sortes de parties commerciales pour réussir à attirer ton prospect, hein. Donc, tu n'as pas forcément le choix et plus tu mutualises en fait tes efforts, plus tu as de chances de réussir à gagner ton prospect en tant que client. Donc, ta règle s'applique également enfin, quel que soit le domaine, tu vas essayer de le Quel toucher que soit le plusieurs domaine. fois. Ouais, Mais c'est la base. c'est intéressant, surtout pour notre audience d'entrepreneurs, parce que parfois, nous les premiers, on dit, écoute, il faut tester ton produit. Ouais. Il faut tester ton marché, il faut tester est-ce que ça va, est-ce qu'il y a de l'attraction ou pas. Mais le truc, c'est que peut-être qu'il va abandonner avant d'avoir fait la répétition nécessaire pour avoir l'attraction, peut-être. Donc c'est juste que parce qu'on dit souvent, il ne faut pas confondre résilience et entêtement. Donc, Ouais, c'est quand vrai. savoir si ton produit est bon ou pas bon, quoi. Ouais, non, mais tu as clairement raison. Au bout d'un moment, après, tu dois savoir si tu arrives à le commercialiser. En fait, est-ce que tu as un problème dans ton produit ou est-ce que tu as juste un problème commercial, quoi. Et ça, il faut réussir à le définir. C'est deux choses complètement différentes et il faut que tu réussisses à l'analyser pour savoir si tu poursuis ou t'arrêtes. Donc, j'ai vu des entrepreneurs en fait, qui persistaient pendant 2 à 3 ans sur un produit qui ne se vendait pas. Et en fait, la grosse problématique, ce n'était pas la vente, c'était le produit. Et il y en a d'autres qui ont les meilleurs produits au monde, mais qui n'arrivent pas à les vendre parce qu'ils n'ont pas de structure commerciale. Donc, non, tu as raison, je te suis à 200% là-dessus. Ouais, mais pardon, vas-y. Non, moi, j'avais juste, du coup, la question qui est intéressante pour moi, c'est vraiment dans cette histoire de répétition et même quelque part, quand on réfléchit, parce que moi, je suis moins B2B2C que vous. Enfin, c'est que maintenant, par exemple, que nous, on commence à avoir une équipe commerciale, tu sais, on en parlait tout à l'heure. Ouais. C'est nouveau pour nous parce qu'avant, on misait tout sur notre marque, sur le fait que les gens nous voyaient, répétition et venaient. Et quand on a voulu accélérer les volumes, là, on arrive dans la logique, comme dit Dorian, où il faut différents canaux. Tu ne peux pas juste convertir d'une seule manière. Parce que si tu veux augmenter les volumes, à un moment, il faut juste que tu ailles chercher les gens là où ils sont. Et notamment, on a développé le fait d'appeler commercialement les gens. Et donc, du coup, la notion, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est est-ce que quand tu définis ton ICP, est-ce que, en fait, c'est ton produit, toi, ton produit, il a évolué au fur et à mesure du temps. Tu as fait une newsletter, après, je sais que tu as développé donc la plateforme pour que les gens viennent faire la mise en relation et tu l'améliores au fur et à mesure. À quel moment, en fait, toi, c'est en retour, quand tu allais en rendez-vous avec tes ICP, que tu disais, merde, il faut que je change mon produit pour que ça colle à leurs besoins? Ou est-ce que c'était plus de l'extérieur que tu voyais ce que les influenceurs avaient besoin? En fait, quelle partie de ta clientèle, en fait, tu suivais pour savoir Ce que je devais faire. ce que tu devais faire? Les deux, hein, parce qu'en fait, comme on était sur du B2B2C, on devait réussir à avoir une vraie communauté engagée pour faire les partenariats. Ouais. Et de l'autre côté, on devait trouver les bonnes marques qui envoient les bons produits aux bonnes personnes avec un bon matching. Donc, en fait, il y avait une complexité. Hein. Il y avait une complexité dans les deux à gérer parce que tu gères une communauté pour faire des partenariats. Donc, ça, ce n'est pas forcément facile. Donc, en fait, on gérait les deux, mais on avait quand même un plus gros focus marque parce que c'est les marques qui nous donnaient de l'argent. Ah, voilà. Il faut choisir toujours un des deux. Voilà. Donc, il faut choisir un des deux. Donc, nous, une fois qu'on avait la communauté, ben, il fallait avoir les marques. Et de toute façon, plus tu avais les meilleures marques, plus c'était facile d'avoir la meilleure communauté ou plus de personnes dans cette communauté-là. Parce qu'à partir du moment où tu as un Estée Lauder ou un L'Oréal, tu as une multitude de marques qui intéressent pas mal d'influenceurs.
Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, en fait, tout simplement, ils vont être attirés sur la plateforme pour faire ces collaborations-là. Donc voilà, nous, on regardait les deux, mais avec un focus plutôt B2B et marque. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des entretiens, des interviews avec les ICPs pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient besoin en termes de plateforme, quels critères étaient importants pour eux en termes de matching avec les influenceurs, qu'est-ce qu'on devait leur proposer comme solution pour leur faire gagner du temps et de l'argent. Donc voilà, il y avait une vraie phase de découverte produit. Ah, donc tu avais de la découverte en plus. Est-ce que c'est les mêmes gens qui faisaient la découverte et les commerciaux ou est-ce que c'est deux personnes différentes? Non, c'était deux personnes différentes. Ah, Alors, au tout début, quand tu démarres ta boîte, tu le fais toi en tant que fondateur ou cofondateur. Ouais. Après, quand ta boîte elle se développe, là, tu vas avoir une équipe de product managers. Et les product managers, ce qu'ils vont faire, c'est faire de la découverte. Donc là, ils vont appeler tes clients ou tes prospects. Ils vont leur demander, ils vont poser un tas de questions pour comprendre les différents besoins. Mais après, il ne faut pas arriver avec des certitudes. Tu arrives vraiment en mode je ne connais pas, donnez-moi de l'information. Donc, même si toi, tu le sais, il ne faut pas biaiser en fait la réponse de tes prospects parce qu'il ne faut pas les influencer. Donc, en fait, tu fais comme si tu ne connaissais pas le marché, tu connais juste de l'information. Et donc, ça, tu le fais dans un temps 2 quand ton équipe elle est un peu plus grosse et à partir du moment aussi où tu as un produit technologique. Il faut qu'il y ait un produit qui marche déjà pour ça. Non, mais c'est super intéressant. Et donc là, du coup, la question vient à ce moment-là. C'est là où tu identifies, où tu confirmes des convictions que tu as, en fait. Quand les gens te disent « Ah, mais en fait, c'est vraiment ça mon problème », mais du coup, tu double down sur ce qui était demandé. Quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Ok, non, mais écoute, très clair. Mais là, tu as utilisé un mot, je pense, qui fait partie des fondamentaux, c'est vraiment le besoin. Il est le besoin en face. Mais d'un autre côté, là, il a utilisé le terme conviction. Et je pense qu'il y a un autre mot. Je pense que dans la vente, il faut beaucoup d'humilité. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux avoir des convictions sur ta solution, mais les convictions sur le besoin du client, il faut faire très attention. C'est très risqué parce que tu peux vraiment te planter. Et puis, parfois, le client n'a même pas envie de sentir, comment dire, en face de quelqu'un, de monsieur je sais tout, quoi. De madame je sais tout. Il veut que tu l'entendes, il veut que tu l'écoutes, il Il faut que tu le veut… comprennes. et je pense Le ouais, client c'est ça. veut que tu le comprennes. Ah, ça, c'est important. La vente, c'est que le client te comprenne. C'est ça. La première Il étape. faut l'écouter, en fait. Il faut l'écouter. Il faut qu'il puisse s'exprimer. Et c'est marrant parce que je trouve ça, même quand je le dis comme ça, tellement bateau à dire, mais en même temps, vous voyez, c'est comme, je sais pas, on a tous été dans des conférences ou dans des, voilà, où il y a des talks, il y a des panels. Et puis, dedans, tu vois, ouais, moi, je suis pas trop parler en public et tout. Mais les gens, quand ils ont un micro, ils se rendent pas compte. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent longtemps. Et je pense que c'est pareil, parfois, on peut faire l'erreur en rendez-vous commercial d'être dans un truc où on parle, on parle, on parle, tellement on a envie de bien faire. Et là, c'est l'erreur parce que il y a aussi parfois, il y a un vide, il y a un blanc, donc on suppose que c'est à nous de parler. Tu vois. Alors que c'est OK aussi de laisser du silence, c'est OK de reposer des questions et ainsi de La suite. phase de découverte est super importante. Et c'est pour ça aussi dans la vente, ce qui se fait de plus en plus, c'est une phase de qualification. Ah, c'est C'est-à-dire, tu important vois, ça. Ouais. tu vas appeler la personne, elle ne te connaît pas, tu vas essayer de prendre un premier rendez-vous de 15 à 20 minutes, ça peut monter jusqu'à 30 maximum. Et à partir du moment où tu as eu ce rendez-vous-là, tu fais de la qualification, c'est-à-dire que tu vas poser un maximum de questions à ton prospect pour comprendre ses besoins et voir s'il faut aller l'étape d'après sur un meeting pendant 1 heure pour expliquer en détail ce que tu fais, ce que tu lui proposes, parce que tu auras compris ses besoins sur la phase de qualification. Et ça, c'est super important, mais tu ne vends pas un produit sans avoir répondu à un vrai besoin de ton prospect. Sans qualifier le fait que le problème qu'il a correspond à la solution que toi tu vends. Exactement, c'est ça. Donc voilà, tu as une vraie phase de compréhension de ton besoin. Ah oui, donc du coup, ouais, c'est pas… Parce que je pense que beaucoup de gens pensent que la vente… Alors, je pense que tu as peut-être commencé un truc, c'est qu'on distingue les deux. C'est les films, ça. C'est vendez-moi un stylo. Voilà. Nous, on connaît juste, tu vois, le Wolf of Wall Street. Tu vois, genre en mode, tu viens, vends-moi ce stylo. Tu vois, et en fait, quand toi, tu étais seul, parce que je pense qu'il y a vraiment eu des étapes dans ton structure commerciale. Toi, donc, il y avait l'étape d'abord où, comme tu disais, tu cherchais tes ICP, tu cherchais tout le monde dans les boîtes que tu voulais.
quel a été ton premier client, genre vraiment, qui, après t'avoir dit non, t'as dit oui, qui t'a marqué? Genre le premier client que toi, t'as closé, qui t'a dit non au départ, après dit oui, par exemple. Tu penses à qui? Estée Lauder. Estée Lauder? Ils t'ont recalé au début? Ouh. Ils m'ont pas recalé qu'au début, ils m'ont recalé beaucoup de fois. Sérieux? Mais raconte-moi ça. Non. Ça, c'est ce que les gens veulent savoir. Comment s'est passé cette relation avec En fait, il y a un truc qui est super important, c'est qu'un non aujourd'hui peut être un oui demain. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, soit la personne était peut-être occupée, soit ce n'était pas le bon moment de la contacter, soit elle n'avait pas forcément le budget, soit elle venait d'arriver sur sa prise de poste. Très important ce que tu dis, c'est qu'il n'y a rien de personnel. Il faut comprendre qu'il n'y a rien de personnel. Jamais. Non, on est dans du pro, il n'y a jamais rien de personnel. On est sur une solution qui répond à une problématique. Pas être vexé par un non, quoi. Mais non, il y a le timing. Voilà, il y a le timing, il y a le besoin. Parfois, il faut savoir provoquer les choses. Mais en fait, il ne faut jamais être vexé. Pourquoi être vexé? On ne se connaît pas forcément personnellement. On est sur du professionnel et on est là pour répondre à une problématique. Donc, en fait, il ne faut pas être vexé dans l'avance. Et de toute façon, ça ne sert à rien, il faut être persévérant. Donc voilà, c'est super important. Pour revenir à Estée Lauder, c'est un client qui m'a refoulé beaucoup de fois, beaucoup de fois, parce qu'ils avaient une solution avec laquelle ils travaillaient en interne, où ça fonctionnait super bien. Ah, c'était un compétiteur ou c'était... Ouais, c'était un concurrent. Ah, donc tu allais les débaucher en plus. Il faut C'est ce que Moulay aime, ça, le sort. Moi, j'aime trop. Ouais, donc j'aime beaucoup. Non, donc tu vois, tu dois réussir à savoir justement, ouais, ok, ton client potentiel là, il me redemande les gâteaux au cas où, hein, je ne sais pas si vous entendez, mais voilà. Ça va. Et donc en gros, ils avaient une solution avec laquelle ils travaillaient qui fonctionnait super bien. Et donc moi, le but, c'était de réussir à prouver que mon produit est beaucoup plus efficace. Mais c'est compliqué parce que notre boîte était plus jeune, moins mature, plus petite, avec moins de fonds derrière, avec moins de salariés. Donc, en fait, il y a un process de vente qui est hyper lent pour réussir à gagner en crédibilité, pour réussir à montrer que notre produit est supérieur et surtout pour leur dire, regardez, on travaille avec certaines de vos marques à vous concurrentes, regardez le type de résultat qu'on est capable d'avoir et regardez ce qu'on peut faire avec vous. Donc, en fait, ce type de négo, ça peut prendre 2 à 3 ans. Hein. Ah, ça a mis 3 ans, Estée Lauder, ça a mis plus de 2 ans, à closer. À partir du moment où on a trouvé la personne, le directeur marketing avait changé en cours de route, donc on a dû refaire ce travail-là en amont, de réussir à se refaire voir dans le groupe, remontrer les évolutions qu'on a pu avoir par rapport à ce qu'on avait vendu, pré-vendu un an et demi avant. Donc voilà, les cycles de vente sont hyper lents. Et en plus, quand on est dans un grand groupe comme ça, c'est un peu de compte management, mais il faut tisser sa toile. Parce qu'en fait, il faut toucher le community manager, le directeur marketing, digital. Il faut faire en sorte que toutes les personnes des différentes marques soient intéressées. On appelle ça trouver ses champions. Et une fois qu'on a trouvé ces champions dans le groupe, on va jouer avec ces champions-là pour réussir à faire un lobbying et réussir à rentrer après en appel d'offres pour gagner la négociation avec les achats. Et donc voilà, il y a un vrai process qui prend du temps entre 1, définition des champions, 2, voir qu'on répond bien à la problématique, 3, savoir combien facturer par rapport à la solution actuelle qu'ils peuvent avoir, 4, quelles sont les features en plus que nous on propose par rapport à celles du concurrent, et 5, quel est le timing, le bon timing. Et donc voilà, il y a tous ces sujets-là à travailler pour réussir à closer un très beau deal qui peut accélérer la vie de ta boîte et changer en fait le game. Donc voilà, tu penses que ce deal-là, il a vraiment changé la vie de ta boîte? Non, pas celui-là. Pas celui-là. Parce qu'on était déjà gros. D'accord. La boîte était déjà grosse, donc ça n'a pas changé la vie de notre boîte, mais on a eu d'autres clients. Par exemple, Sephora, je sortais d'école. J'ai signé Sephora alors que j'étais encore quasiment étudiant. Comment tu as fait ça? Grosse négociation avec la directrice marketing inter de Sephora. Tu l'as trouvée comment, elle? Tu l'as chopé. Cold call, hein, tu l'as fait sur LinkedIn, tu l'as trouvé. Ah ouais, des démarchages à froid. Et froid comme ça, tu l'as appelé en mode bonjour, j'ai une boîte qui s'appelle Evency. Tu envoies les mails à ses équipes, ensuite tu la contactes elle, ensuite les équipes essaient de te rencontrer pendant 1 heure et si ça se passe bien, potentiellement ils te font voir les autres personnes. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, mais c'était vraiment en mode outbound, pousser. De toute façon, il n'y a rien de mieux que l'outbound. Et tu vois, c'est là que tu reconnais le vrai commercial. Quand il dit il n'y a rien de mieux que l'outbound. Est-ce que tu as senti le plaisir qu'il a pris à aller chercher ça? Les 3 quarts des gens. Il y a un débat, outbound, inbound. Mais lui, il aime l'outbound. Lui, il aime aller chercher avec les moi, j'adore. Tu vois, c'est la partie outbound où c'est le vrai sales. Tu vois, t'es dans le dur et tu vas chercher tes clients avec les dents.
Et moi j'adore ça. Et donc, voilà, quand on avait gagné Sephora à l'époque… Mais comment ça c'est passé changeait, juste parce que là, on peut passer un peu vite, mais je sens qu'il y a une histoire dedans. Parce qu'en fait, il faut que tu saches, dans les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens des fois qui sont au tout début et qui se disent, mais est-ce que genre c'est normal que je galère autant? Ou au contraire, qui se disent, est-ce que je ne me trompe pas? Parce que Sephora, quand tu sors d'école, c'est ambitieux. Ah, c'est hyper ambitieux. C'est ça, et les gens te disent, est-ce que je ne suis pas fou? Donc, qu'est-ce qui t'a permis de continuer quand tu avais les différents rendez-vous, que les gens te recalaient et tout? Je pense que c'est quand même important pour les gens de savoir comment tu es passé. Tu as plusieurs choses. Premièrement, il faut avoir confiance en toi. Si toi, tu n'as pas confiance en toi, comment les gens peuvent te faire confiance? Donc, en fait, c'est super important que tu aies confiance en toi. Deuxièmement, il faut que tu connaisses ton marché. Parce que quand tu arrives à un rendez-vous client et on te dit, je travaille avec X ou Y solution, et tu n'es pas capable de leur dire pourquoi toi, en fait, ta solution est plus adaptée que les autres, c'est compliqué. Si tu ne connais pas le prix de tes concurrents, les features, la façon dont ils travaillent, comment tu peux réussir à toi te vendre? Ouais, super important. C'est ce que moi, je disais à mes commerciaux en interne. Je leur disais, à partir du moment où tu ne connais pas ton marché, tu ne peux pas vendre une solution. Parce qu'en fait, tu ne peux pas savoir face à qui tu es et comment tu vas réussir à te distinguer. Donc, première chose, c'est tu as confiance en toi. Deuxième chose, c'est que tu connais ton marché. Et troisième chose, c'est que tu dois vendre au bon prix pour que le client puisse acheter. Donc, tout est possible. Des beaux nuggets, là. J'aime beaucoup ce qu'on vient de dire là. Tout est possible dans la vie. Et ce que je disais, un non aujourd'hui peut être un oui demain. Donc, en fait, il ne faut vraiment pas s'arrêter ou être frustré ou quoi que ce soit parce que le commercial doit être un acharné. Tu ne dois jamais t'arrêter. Tu dois être ambitieux avec des objectifs que tu te mets annuels pour réussir à savoir si tu es dans ta target ou tu n'es pas dans ta target. Donc, même sortie d'école, c'est possible. À partir du moment où tu te fais bien voir, que tu réussis à avoir un rendez-vous, même un premier rendez-vous de qualification avec, et de montrer que tu peux être une valeur ajoutée pour eux. Ouais, donc là, c'est la connaissance du marché qui faisait que tu t'en… Voilà, et moi, je n'avais pas de réseau chez Sephora. Donc, en fait, si la question, c'est est-ce que tu avais du réseau et tout, non, je n'avais pas de réseau, je ne connaissais personne chez Sephora. Donc, en fait, tu arrives… Par contre, moi, un conseil que je peux vous donner, c'est si vous targetez des grands groupes, faites du gratuit avec quelques boîtes avant, vous leur proposez une solution gratuite pour 1 mois ou 2 mois pour avoir des use cases, donc des études de cas. Intéressant. Et à partir du moment où tu as des études de cas et tu as fait du gratuit, de la gratuité, là, tu vas contacter des mastodontes, des plus grosses marques, en leur disant regarde ce que j'ai fait avec cette marque-là. Tu ne leur dis pas que c'était gratuit. Tu leur dis juste regarde ce que j'ai fait avec cette marque-là. Et en fait, tu leur montres des cas concrets de ce que tu as réussi à réaliser sur du gratuit et après, tu vas aller chercher du payant. Mais ça, tu le fais juste dans un laps de temps parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas faire du gratuit tous les jours, quoi. Sinon, tu ne vis pas et voilà, et ta boîte, elle n'est même pas ouverte, elle meurt déjà. Donc, tu vas faire du gratuit sur un temps hyper court et après, tu vas faire payer. Mais parce que tu as déjà les études de cas qui montrent que tu as déjà réussi et qu'il faut travailler avec toi. Et ça, moi, ça a changé la vie de ma boîte. Et ça, c'est ce qu'on a fait au début. C'est un peu la même chose qu'on a fait avec Chanel. Hein. Inscris-toi, tu auras du Chanel et tu as eu des semelles pour chaussures au début. Mais donc, tu vois, c'est un peu la même chose. Je te fais du gratuit et après, je fais payer les autres. Mais c'est normal. Parce que même toi, tu as plus d'expertise. Tu as tes études de cas que tu as pu travailler et tu connais expertise. Et donc, après, tu vas réussir à facturer bien, quoi. Bien comme il faut. Donc Sephora, c'est comme ça que c'est fini. C'est qu'en fait, tu as montré tes cas gratuits qui ont démontré que tu étais capable, même si tu sortais d'école. Bon, eux, c'est parti de l'école. Ils ont dû… Est-ce qu'ils t'ont posé la question d'ailleurs en meeting? En mode, tu es tout jeune, tu viens de commencer. Est-ce que c'était un sujet? Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, ce qu'ils me disaient, c'est que la boîte, on était 5 dans la boîte. C'était vraiment petit. Ils travaillaient avec un fournisseur qui était beaucoup plus gros que nous. D'accord. Pourquoi nous faire confiance? Quand tu es dans les appels d'offres, c'est assez compliqué parce qu'il faut quand même que… et puis il faut s'enregistrer administrativement. C'est très lourd de commencer à travailler avec une grosse boîte. Hein. Non, exactement, ça prend du temps. Mais après, c'est la crédibilité. Parce qu'au bout d'un moment, sinon, ils ne travaillent qu'avec des grosses structures, mais il y a moins d'innovation et tu t'améliores moins leur métier au quotidien. Ils ne laissent pas la chance aux petites boîtes pour se lancer. Et donc, moi, ce que je lui ai dit, c'est travaillons ensemble. Je suis sûr de moi. Voilà les résultats que je vais vous donner dans X temps. Croyez-moi, on va travailler ensemble, mais pas qu'en France, à l'échelle mondiale. C'est ce qui s'est passé. Hein. Ah ouais? Donc, quand tu as commencé à sortir d'école, tu leur as promis de travailler avec eux sur l'ensemble du monde après. Ouais, tous les réseaux, l'ensemble du monde. Et c'est ce qu'on a fait. On a travaillé avec eux sur différents pays. On les a accélérés un peu partout. Après, je me retrouve pas mal dans les points de domaine. J'ai vécu pas mal de choses similaires. Mais il y a un point quand même qui est intéressant aussi dans le domaine du fait qu'on soit aussi dans le digital, c'est que la jeunesse n'est pas un handicap, contrairement peut-être à d'autres marchés.
Au contraire, on se dit, bon, ils peuvent nous apporter quelque chose, etc. Donc, voilà, on ne te ferme pas totalement la porte. Moi, je voulais justement aussi apporter un petit témoignage sur, Mhm. puisque là, les questions, c'était vraiment sur les premières ventes, c'est la manière de closer. Et Ouais. moi, je me souviens que les premières ventes, ça a été presque systématiquement à Mhm. des moments où on a apporté de la valeur en fait aux prospects. Donc, moi, par exemple, un truc que j'aimais beaucoup faire, c'était, j'appelais ça apéro digital. Bon, c'est des petits événements tout bêtes où les gens viennent faire des partages d'expériences, mais j'en profitais pour inviter des prospects. Et le fait de les Ah, rencontrer dans un cadre et de leur apporter de la valeur sur voilà, qu'est-ce que c'est le brand content, etc., ça leur donnait des idées forcément parce qu'ils voyaient des collègues, des confrères en fait en parler. Et du coup, forcément, ça leur donnait des idées. Ben, on était là juste à côté pour affiner ces idées-là. Et est-ce pourquoi que pas, tu ramenais de tes clients au milieu de l'apéro aussi? Tu mettais des gens convaincus, des gens... toujours, toujours, ça c'est Mais la base. oui, c'est ça, les vraies techniques. Quand tu dis, bon là, un petit moment de pause, ben, tu te doutes bien qu'ils vont parler, tu vois. Ah, et donc, Mais tu positionnes le prospect à côté d'un de tes bons clients, quoi. Est-ce que tu le mets à voilà, côté? oui, parce qu'en fait, ils se voient et puis ils disent, ah, mais vous, Ouais, comment c'est ça bon. s'est passé, C'est un etc. bon. Ouais, j'aime bien, j'aime Et, bien. mais même quand on n'avait pratiquement pas de clients, au début, je le faisais. Après, bon, on est monté en grade, on le fait sous forme de petit déjeuner, machin. Et puis, c'est devenu Adicom Days, conférence, forum avec 500 personnes aujourd'hui. Mais au départ, c'était juste, Apéro. voilà, 15 personnes. Même si tu arrivais à avoir le contact de propriétaire d'un restaurant à la mode, là, ben, tu l'emmenais, tu vois, pour qu'ils voient, en fait et toujours donner de la valeur. Et du coup, c'est comme ça, en fait, qu'à partir de ce moment-là, l'objectif était d'obtenir un rendez-vous. Après, lors de ces rendez-vous, par contre, je me souviens au début, je me mettais pas mal la pression. Et quand je dis la pression, tout à l'heure, je dis Steve Jobs en rigolant, mais Tu pensais qu'il fallait je regardais vraiment les vidéos de Steve Jobs. C'est-à-dire qu'en gros, te conditionner. l'idée, c'était vraiment que le prospect sente qu'il y a une réflexion sur son truc. C'est-à-dire que j'acceptais pas que ça soit présenté au téléphone. J'acceptais pas, s'il n'avait pas trop de temps, il fallait déjà que les conditions soient très, très bonnes pour que je le mette dans la salle que j'ai choisie, avec l'appareil que j'ai choisi, le rétroprojecteur, etc. Et les premiers trucs, voilà, on était quelques-uns dans la boîte. Parfois, j'ai appelé un pote qui était salarié. Je lui disais, vas-y, prends un RTT parce que tu vas faire comme si tu es mon commercial et tout. Tu vois, pour que, bah oui, moi, j'ai Ah, été mais oui. appelé à Roissy Charles de Gaulle pour Air France, là, Mhm. pour un petit peu par là. Et c'est là que ça a été le déclic, justement, pour comprendre qu'on pouvait travailler avec des grosses boîtes. Parce que, en fait, on avait un blog, c'est quelqu'un qui nous. C'est pour ça que je dis que l'Inbound a aussi. Du coup, ça fait un Attention. deuxième Team point. inbound. Voilà, l'Inbound a aussi son truc. Mais je comprends la jouissance, entre guillemets, d'aller Mhm. chercher un client qui te connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Ça, c'est top. Mais on avait créé donc ce blog pour parler des innovations dans le digital en Afrique. Le digital en Afrique, ça se développe, etc. Et un jour, il y a en fait le gars qui avait créé ce blog-là, parce que c'est lui qui nous avait convaincus de faire un blog, mais au final, on ne suivait pas trop l'administration du blog. Et il nous envoie, il dit, vous avez reçu un mail dans votre boîte, dans l'inbox du blog. Et du coup, enfin, nous, comme on n'avait même pas accès, en fait, pour te dire à quel point un truc, il dit, ah, OK, ben, transfert. Et il nous transfère. Et là, on voit un message de, oui, direction marketing de Madame Aurélie, directrice marketing pour l'Afrique de Air France, souhaiterait savoir si vous pouvez venir parce qu'ils ont un événement avec tous leurs responsables marketing de toute la zone Afrique à Roissy-Charles de Gaulle et ils voudraient en fait des informations sur l'état du digital là-bas. On est en 2016, hein, Oh, du d'accord. coup, et ils demandent et combien ça coûterait. Donc, Oh, je ne là. comprends pas qu'ils n'aient pas déjà ces infos. Et deux, je ne sais même pas qu'on peut être payé pour parler à ce moment-là, tu vois. Donc là, je me dis, ah ouais, donc là, je commence à appeler. J'avais un contact qui était prof d'université. Je dis, mais comment
Du coup, ça se vend, ce genre de choses. Il dit, ben oui, bien sûr, c'est du consulting, machin. Après, j'ai quand même réfléchi. J'ai fait genre, voilà, normalement, c'est tel prix, mais on fait telle remise. Voilà. Voilà, parce qu'en fait, l'idée, c'était d'être en face de toutes ces personnes-là, finalement. Ouais. Et donc, on est parti, j'ai préparé une presse. Et là, ça a été un déclic parce que justement, je me suis rendu compte, c'est là où ma crainte, entre guillemets, enfin ma crainte, en tout cas le fantasme, le mythe de la grosse boîte, en fait, est un peu descendu. Où je me suis dit, mais en fait, ce sont des êtres humains, on est des êtres humains, il y a des infos qu'ils n'ont pas et il y a des infos qu'on a, tout simplement, quoi. Et donc, c'est un message qu'il faut arriver à faire passer, c'est que tout le monde a quelque chose d'unique, finalement, et tout le monde a un leverage, tout le monde a quelque chose qui peut apporter. Et le tout, en fait, je pense qu'un des leviers de la vente, c'est d'identifier finalement ce levier-là, quoi. Ouais. Ouais. C'est vraiment fondamental. Et après, j'ai aussi fait, comme Dorian disait, service gratuit au départ. Ah, tu l'as fait aussi. Pas avec eux, parce que Ouais. bon, voilà, La je pense que... France, quand même, voilà, c'est quand même important. mais, mais, mais je l'ai fait même avec une autre compagnie aérienne, mais je savais qu'ils avaient les sous, mais c'était en fait de donner, on avait donné un mois gratuit, et puis après, on a fait les trucs, on s'est défoncé sur ce mois-là, et après, de eux-mêmes, ils nous ont appelé, dit, bon, c'est quoi vos honoraires? Il faut réussir à créer, en fait, une fois que tu rentres un tout petit peu, qu'ils t'ouvrent un tout petit peu la porte, dans les corporates, c'est ça l'idée. Une fois qu'ils ouvrent un tout petit peu la porte, mais tu pousses la porte, tu rentres, tu t'installes. Tu mets tes kakémonos partout, tu te Tu dois positionnes. être en place, mais toujours avec le respect. Tu dis, bon, tu sais que c'est leur maison, mais tu es là aussi. J'étais là. Et donc voilà, franchement, la vente, c'est quelque chose. Mais je me souviens qu'à l'époque, j'avais même rapidement compris que le skill de la vente était tellement important. J'avais acheté un livre, je me souviens, un e-book dessus, avec justement, c'est là que tu entends des trucs qui peuvent paraître bateaux, mais qui sont tellement importants sur surtout écouter plus que vous ne parlez, quoi. Parce que la meilleure vente, c'est quand vous écoutez. Donc voilà, c'était un peu ces exemples-là qui rejoignent un peu ce que disait Ryan et qui sont tellement importants parce qu'on a tendance à se faire une montagne. Parfois, on se dit, mais j'ai pas de contact. Mais le sujet, c'est vraiment pas les contacts, c'est vraiment l'audace, quoi. Et l'ego, pas avoir d'ego. C'est-à-dire que se dire que quand la personne dit non, c'est que vraiment, peut-être qu'elle n'a pas le temps. C'est juste ça, en fait. Donc voilà. Et en fait, moi, j'avais une question ensuite sur cette acquisition. On a parlé d'inbound, d'outbound, mais tu as évoqué rapidement la question de se faire enregistrer pour un appel d'offres. Et ça, c'est un vrai sujet, l'appel d'offres dans nos domaines. Moulay, toi, tu connais un peu moins. Mais les appels d'offres, voilà, c'est notre compétition à nous, quoi. Tu vois, c'est comme Et on dit, today, c'est le début de la votre moment de Champions League. vérité. Voilà, tu sais que vous êtes 4-5 à lutter, vous avez une deadline, vous avez les mêmes armes, les mêmes, voilà. Parfois, il y en a un parmi tes concurrents qui était déjà en place, donc il connaît un peu mieux. Souvent, c'est Souvent souvent comme ça. d'ailleurs. Donc, je voulais savoir, toi, comment est-ce que tu abordais les appels d'offres? Parce que je pense que même dans notre audience, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent gagner des marchés via appel d'offres. Vas-y, hein, Dorian. Écoute, Non, mais pour les appels d'offres, t'en as fait beaucoup, toi? ouais, on en a fait énormément. Généralement, de toute façon, quand Ah. tu es sur des contrats à plus de 50 000 euros, tu es en appel d'offres. Donc après, l'appel d'offres sur du 50 000 euros, tu es sur du 6 mois à peu près en délai de closing. 6 mois? En temps de closing, ouais. Ça peut même aller au-delà hein, si le montant augmente, mais c'est ce qu'il faut compter. L'appel d'offres, c'est compliqué parce que tu dois réussir à séduire un petit peu tout le monde. Les métiers qui vont te pousser auprès des acheteurs, mais les acheteurs, ils ont tout un côté diminution des coûts. Donc, ils vont devoir faire le bon choix en fonction des besoins des marques, donc récolter les besoins, comprendre les solutions en adéquation avec les besoins et également quels sont les coûts associés à ces produits. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir du plus cher ou du moins cher par rapport aux besoins? Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est est-ce que dans le groupe, c'est plus les métiers qui ont le pouvoir de décision
Ou est-ce que c'est plus l'acheteur qui a le pouvoir de décision? Et donc, ça, c'est aussi à identifier. Donc, il faut refaire le travail de compte management et faire sa toile pour savoir, l'appel d'offres, quand est-ce qu'il se finit? Mm. Il y a combien De gens derrière. derrière dans l'appel d'offres? Vous cherchez ça aussi, oui. Ah ouais, il faut que tu puisses savoir quels sont les concurrents qui sont listés dans l'appel d'offres. Mm. Moi, bizarrement, je ne cherche jamais parce que je me dis que je vais prendre de l'énergie et je ne sais pas trop qu'est-ce que ça me donne comme info ou avantage de savoir il y a qui d'autre en concurrence. Ça change tout. Ça change tout parce qu'en fait, ça te permet. Explique-moi. Tu vas savoir face à qui t'es. Et quand tu sais face à qui t'es, est-ce que c'est une boîte française ou internationale? Est-ce que ta solution, il a des livres dans plusieurs pays? Est-ce que c'est plus gros que toi ou moins gros? Est-ce qu'ils ont levé plus de fonds ou pas? Est-ce que technologiquement parlant, ils sont supérieurs ou d'un point de vue produit, est-ce que tu fais toi ou pas? C'est quoi tes avantages par rapport à eux pour que toi, tu puisses le caler dans ton appel d'offres quand tu vas remplir tes fichiers? Est-ce que d'un point de vue pricing, ils sont plus chers que toi ou moins chers pour savoir déjà comment tu te comportes en général face à eux? Donc, en fait, connaître tes concurrents change ton appel d'offres complètement. Et donc, c'est pour ça que tu as toute une phase d'apprentissage à faire dessus et qu'il faut faire. Super important. Après, moi, si j'ai l'info, je me dis tant mieux, mais j'ai du mal à prendre du temps pour enquêter là-dessus parce que je me dis déjà, il faut prendre du temps pour construire la réponse. Ouais, il faut du temps pour construire l'appel d'offres, mais après, le temps que tu prends, il faut que tu prennes du temps pour rencontrer les gens qui vont décider dans ton appel d'offres, pour tisser du lien avec et comprendre les besoins. Donc, en fait… et vous les rencontrez quand même pendant l'appel d'offres? Vous pouvez les rencontrer, les gens? T'inquiète. Nous, on rencontrait un peu tout le monde. Ouais. C'est possible? Ah, tu veux dire le client? Ouais. Pendant l'appel d'offres. Oui, parce qu'il te brief et puis en général, il est ouvert si tu as des questions. Donc, il reste à ta disposition. Voilà quoi. Donc, OK. Donc, ça, c'est la première étape. Tu analyses l'environnement au maximum. Ouais, tu es obligé. Tu analyses l'environnement, tu comprends dans quoi tu mets les pieds. Et pareil, tu ne vas pas te battre sur un appel d'offres que tu es sûr de perdre, ou bien tu n'y vas pas, tu ne te présentes pas. Donc, c'est pour ça que c'est super important de le comprendre, de l'analyser et de savoir si tu peux répondre à ce besoin-là. Attends, donc il y a des fois où toi, tu savais que tu allais perdre? Je t'imagine mal. Alors, pour quelle raison tu te dis, genre, vas-y, je vais perdre dans tous les cas? Non, mais déjà, il faut comprendre, est-ce que c'est un vrai appel d'offres ou pas? Donc déjà, il faut ok, il y a aussi cet aspect-là, excuse-moi, parce que j'avais oublié que des fois, c'est des gens qui font juste genre, mais tu sais déjà qu'ils veulent prendre quelqu'un. Non, voilà, il faut que tu comprennes, est-ce que c'est un vrai appel d'offres ou non? Donc, tu as ce travail à faire. Et après, une fois que tu sais ça, et tu sais si toi, il y a des appels d'offres où ils te demandaient des features ou des choses qu'on n'avait pas, que je ne voulais pas développer, et donc je disais, c'est pas pour aujourd'hui, tu vois. D'accord. Donc, il y avait aussi tes priorités à toi. Voilà, et donc je disais au directeur commercial, écoute, ça ne sert à rien qu'on pousse sur cet appel d'offres-là. Ne perd pas de temps dessus, on va le perdre. Mais au moins, vous vous positionnez dessus, quoi. Genre, au moins, vous y allez, mais vous n'allez pas investir de l'énergie dessus de ouf. Non, c'est ça, ouais, exactement. Donc, on ne va pas mettre trop d'énergie, on va se concentrer plutôt sur d'autres où on sait qu'on va gagner ou sur les autres missions qu'on a en interne, mais vraiment pas sur cette partie appel d'offres, sur ce prospect-là, en tout cas. Ok, mais et donc, du coup, l'étape d'après, par contre, c'est est-ce que toi, quand tu fais des appels d'offres, une question que je me posais beaucoup, c'est est-ce que tu identifies, avant même qu'un client fasse un appel d'offres, tu sais, en gros, quels sont les prospects que tu aimerais avoir un jour et qui, quand ils font un appel d'offres, tu es le premier auquel ils pensent? Alors, quand tu arrives à faire ça, c'est le rêve. Alors, comment ça se passe? Est-ce que, genre, toi, tu avais une dream list? Je crois qu'à une époque, quand on s'est connus, toi et moi, tu m'avais dit, tu avais fait une liste des gens du 440 que tu voulais ou je sais pas. Ouais, en fait, on avait une liste de tous les clients potentiels qu'on devait avoir. Ok. Et donc c'est ta dream list, quoi. C'est ma dream list. C'est ta dream list par secteur d'activité, par taille de boîte. Okay. Et tu te dis, c'est avec eux que j'ai envie de bosser. Et toi, ta dream list, elle était faite avec les influenceurs, en fonction de ce que les influenceurs voulaient, ou c'était juste toi, en fonction de ceux qui ont du budget? On récoltait les deux, mais après, c'était en fonction des secteurs d'activité les plus porteurs. D'accord. Nous, c'était la beauté en numéro 1, la fashion en numéro 2, la food en numéro 3. Et donc, on allait targeter ces comptes en fonction de la profondeur de marché, en fonction de l'attrait et de la maturité sur l'influence marketing, tu vois. Donc, on savait qu'il fallait là-dessus. Donc, tu ne prenais pas des boîtes, par exemple, eux-mêmes avaient leur propre truc d'influence marketing, tu ne regardais pas, ça ne va à rien. Ça dépendait. En fait, si on pouvait faire de l'argent avec un produit intéressant pour eux, j'allais quand même. Tu allais quand même, ok. Tu vois,
mais on avait nos principaux prospects à signer. Donc, on Voilà. savait, voilà, on avait des focus. Ok. Donc, Est-ce que du coup, tu allais sur un appel d'offres, ta recommandation, elle va être vous avez un brief, vous connaissez l'environnement qui change d'un appel d'offres à un autre, donc tu vas aller faire une réponse ultra customisée par rapport à ce client-là, ou alors tu pars du principe qu'on n'a pas énormément de temps, donc du coup, je vais travailler en amont des types de réponses sur lesquelles je vais me baser selon l'appel d'offres. Et puis après, bon, je vais customiser un tout petit peu. Tu as des choses que tu peux reprendre. Tu vois, tu peux avoir un template avec, parce que généralement, tu as les mêmes questions. Mais après, il faut que tu l'adaptes aussi aux besoins de ton client. Donc, tu n'as pas le choix de faire du sur-mesure. Donc, tu peux avoir un template qui va t'aider au quotidien. Et après, tu rentres dans le sur-mesure et tu le fais. Tu n'as pas le choix si tu veux gagner. Parce que chaque convie, tes clients ou tes prospects, ça va être différent à chaque fois. Donc, clairement. tu t'adaptes. Moi, j'avais une question pour toi qu'on nous a posée en fait de notre communauté Telegram, parce que d'ailleurs, c'est le moment où on le rappelle pour ceux qui veulent. Ah, vous avez une communauté Telegram? Mais oui, monsieur. Mais attends, j'apprends. Qu'est-ce que tu Il y crois? a la vidéo Qu'est-ce que tu YouTube. crois? Il fait de la star sur TikTok. Et maintenant, il y a du Telegram. Non, mais monsieur, c'est important. On essaye de. Dorian, d'ailleurs, le thème là, on le fait parce que la communauté Telegram a choisi ce thème-là en priorité. Ouais, ils ont dit qu'ils veulent la vendre. Donc on fait... Parce qu'il y a plein de thèmes qu'on peut faire. On ne le fait pas toujours en haute voix, mais on essaye. Et c'est clair que là, en l'occurrence, c'est une question qui avait été posée, qui est là. Il ne faut pas qu'on oublie, parce que sinon, je sais que Laurette ne va pas apprécier. Donc, Laurette, c'est pour toi cette question. Tu avais demandé. C'est qui Laurette? C'est l'une des personnes de notre groupe Telegram qui a demandé est-ce que vendre au luxe, c'est différent? Est-ce que toi, dans tes appels d'offres, dans tes trucs, est-ce que vendre à des boîtes de luxe ou à des clients ou à des marques de luxe, tu trouvais que c'était différent des autres? La seule chose qui peut-être qui peut changer, c'est juste le côté haut de gamme et premium de ton offre. Mais donc, ça va dépendre de ton service. Mais sinon, il n'y a rien qui change. Est-ce que pour eux, tu devais mettre des influenceurs plus on va dire, plus quali? Est-ce que tu devais, je ne sais pas, est-ce que toi, tu t'habillais différemment en allant les voir? Je ne sais pas, moi. Est-ce qu'une marque de luxe à closer, c'est différent pour toi dans ton expérience? Parce que tu en as fait quand même beaucoup. Ouais, on a eu pas mal de marques de luxe. Ben, ce qui va changer, c'est la qualité de ta prestation. C'est-à-dire qu'ils vont choisir certains types d'influenceurs, d'autres avec lesquels ils ne vont pas vouloir travailler parce que ça correspond un peu moins à l'image de marque. Ils ne vont pas faire de la quantité, ils vont faire de la qualité sur les échanges aussi. Donc, si, tu as pas mal de différences, mais c'est plutôt dans l'opérationnel. Dans la partie signature, ton pitch va s'adapter à la qualité de marque que renvoie ton prospect, en tout cas. Bien sûr. Mais sinon, ça ne change pas grand-chose. Dans comment tu les… Par exemple, dans le cold call, c'est pas différent, par exemple, pour toi. Dans l'acquisition… dans le cold call, non. En fait, dans le cold call, de toute façon, un cold call, ça dure entre 30 et 40 secondes. Oui, voilà. Donc, dans ton cold call, ton pitch, ça va être le même pour réussir à prendre rendez-vous. Ce qui va changer, c'est dans ta phase de qualification ou dans ta phase après moi, j'appelle ça R1, R2, R3 parce qu'on avait besoin de 3 rendez-vous pour réussir à faire le closing. Ah, tu avais 3 rendez-vous, toi? Ouais, il y avait 3 rendez-vous pour faire le closing. Un closing, nous, avec un panier moyen qui était aux alentours de 20 000 € par an. Ouf. Oui, purée, oui, c'est pour ça que vous aviez le temps de passer du temps à faire 3 rendez-vous. Parce que oui, moi, avec mes gens qui payent 200 € par an, je peux faire 3 rendez-vous. Oui. Non, après, en fonction de la taille de ton panier moyen, tu vas faire moins de rendez-vous. Non, c'est vrai. Non, mais Kali, parlons-en. Tu vois, que tout le monde sache qu'il y a Non, mais c'est un point très important. Effectivement, nous, nos process, on va prendre plusieurs mois. Mais après, oui, c'est des dizaines de milliers d'euros. C'est pas… Oui. Mais moi, je dois parler pour le peuple aussi qui vient, qui s'inquiète parce que, tu sais, au final, moi, c'est ça. Moi, je dois vendre. Au mieux, la personne me prend 100 €, peut-être 200 € par an. Donc, je ne peux pas me passer un temps de malade sur le truc. Hein. C'est d'où mon point. Donc, du coup, toi, tu dirais quoi à quelqu'un comme moi? Prenons quelqu'un comme moi qui fait du 100, 200. Toi, tu dirais que, bon, on oublie la question du luxe. Je pense que Laurette, elle a ce qu'il lui faut. Mais c'est du coup, est-ce que les typologies de tes clients, parce que j'avais lu quelque part, tu sais, les gens qui disent est-ce que tu vises les souris, les éléphants ou les lapins, là, tu sais, les tailles de clients. Est-ce que la méthode change pour toi? Ouais. Clairement? Ouais. En fonction de ton panier moyen, tes techniques de vente vont… En fait, les techniques de vente, ça va être la même chose généralement. Tu as le MEDIC, tu as le 100K, tu as pas mal de techniques de vente. Tu peux répéter? MEDIC? Ouais. C'est quoi ça? C'est une méthode de vente assez processée. Je vous invite à regarder, ou 100K.
Medic, ça s'appelle. Donc, Ouais. MEDIC. MEDIC. Je sens qu'on aurait dû commencer par là, là. Attends, on va prendre note. Là. Voilà, ça va Je vais bien m'installer, là. Calme-toi bien. Après, c'est de la théorie, c'est de la théorie. Ça, c'est pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Là, on commence à donner les vrais bails, tu vois. Voilà, mais il y a des techniques de vente. Mais sinon, en fait, quand tu as un client qui te signe 200 € par an, c'est en un call, quoi. C'est un call, tu vas pas faire 2-3 rendez-vous, sinon tu n'es pas rentable sur tes commerciaux que tu as en interne. Donc, en fait, de toute façon, ton cycle de vente s'adapte au panier moyen de ton offre. Donc, tu vois, si tu signes du 15-20 000 par an, tu vas le faire en 2 ou 3 rendez-vous. Si tu signes du 0 à 1 000 € par an, tu vas le faire en un rendez-vous. Donc, tu as ton call qui dure 40 secondes et après, le rendez-vous d'après, tu as signé. Si tu n'as pas signé, c'est fini, on passe à autre chose. Tu passes à autre chose. Après, il t'a en tête, il te connaît. Et il peut revenir. Il peut revenir. Et le but aussi, c'est de ne pas perdre du temps sur ta qualification de ton lead parce que si tu fais un tas de call sur des prospects qui ne servent à rien, et ben, ta rentabilité derrière, elle est pétée, elle est explosée. Donc, il faut mesurer ton temps en lead versus ton panier moyen. Bien sûr, et versus le coût de ton salarié aussi qui rentre dans la balance. Mais donc, ouais, à ta place, un rendez-vous, c'est soit ça signe, soit. Salut. Ouais, tu vas pas faire 2 ou 3 rendez-vous à prendre du temps à lui expliquer. Et donc là, tu peux faire de l'inbound ou après, tu peux chauffer avec du marketing derrière où tu envoies des articles, tu envoies des études de cas, tu envoies de la presse. Ça aussi, c'est partie du process pour réchauffer le lead avant de l'appel. Ouais, tu fais de l'automatisation pour chauffer ton lead, quoi. Mais ouais, donc tu adaptes. Mais après, voilà, les techniques de vente sont les mêmes, mais après, tu adaptes à la taille de ton prospect, quoi. Donc, tes méthodes, tu as dit, tu as Medic, tu as quoi 100K. 100K. Ouais. C'est comment ça? C'est SONCA. SONCA. Ouais, 100K. C'est ça. Et donc, la différence entre ces différentes méthodes. Avec un S à la fin. Avec un son casse. Ouais. Donc, tu as Medic avec 2D et son casse avec un S à la fin. Et toutes ces méthodes-là, lesquelles toi tu préfères, enfin, quelles sont les différences? En gros, quelqu'un qui demain se dit, OK, je veux structurer mon truc, toi tu dirais, quelles sont les méthodes qui marchent le mieux ou pour quel type? Quel est ton retour, toi, en général? Les deux sont pas mal. Après, ça dépend de l'approche que tu veux avoir. Tu vois, il faut que tu sois à l'aise avec, mais c'est de la théorie. Quand tu le mets en pratique, ça change un petit peu, mais c'est pas mal. Mais ça donne juste les bases déjà. D'accord. Donc, ça va dépendre de ton attrait. Il faut regarder les deux. Et après, vous positionnez sur une des deux solutions. Nous, on a tout testé. D'accord. Toi, tu as fait toutes les méthodes au final. Ouais, on a un peu tout testé. Est-ce que tu les as changées au fur et à mesure des mois, des années, des clients? Ouais, notre head of sales, après, il les adaptait en fonction des besoins, en fonction de ce qu'il entendait aussi sur le marché, en fonction de ce qu'il pensait le plus intéressant aussi pour les commerciaux en termes de motivation. Ça joue aussi. Ouais. Ça joue aussi, mais de toute façon, ça reste de la théorie. Donc, c'est de la théorie que tu peux mettre en pratique, mais c'est de la théorie. Après, le plus important, si moi j'étais à votre place et je démarrais, c'est faire de la compréhension, donc de la prise d'information de ce que je dois vendre. Ensuite, découvert produit, comme c'est découvert produit. Ensuite, c'est de faire de la gratuité pour avoir des études de cas. Et à partir du moment où j'ai de la gratuité, c'est d'aller signer les clients grâce aux études de cas gratuites que j'ai pu mettre en place. Donc, moi, c'est ce que je ferais. Si je devais redémarrer de zéro, c'est ce que je ferais en tout cas. C'est ça. Et si tu n'arrives pas à signer grâce aux études de cas, c'est qu'il y a un problème. Soit tu es mauvais vendeur, soit tu n'as pas fait une bonne phase de découverte, soit en fait… Le timing n'est pas possible aussi. Le timing aussi, ou soit le timing, après, c'est possible sur 1, 2 ou 3 clients, mais ce ne sera jamais le cas sur la majorité. Ouais. Donc, si tu n'arrives pas à vendre, c'est problème au niveau de tes commerciaux, de toi en tant que vendeur. Ou tes produits. L'identification des personnes à qui tu dois vendre. Tes études de cas, en fait, ne sont pas hyper bonnes parce que tes chiffres ne donnent pas forcément envie à tes prospects de signer avec toi. Ou crise économique qui change un peu ton marché, quoi. Donc, c'est un peu ce qui peut jouer. Je voudrais profiter justement de cette discussion pour déjà, oui, remercier Dorian parce qu'on a eu, grâce à Moulin, on avait été mis en relation. Non, quoique, non, en fait, tu connais aussi Michel qui travaille avec moi chez Totem Experience, qui était chez L'Oréal avant et que du coup, vous aviez eu ce point de contact à l'époque. Et donc, oui, ça fait 2 personnes qui m'avaient parlé de toi et tu nous avais, du coup, on avait pris un petit moment pour échanger. Et en fait, très rapidement, la discussion était arrivée sur l'aspect commercial.
parce qu'en fait, voilà, on t'expliquait nos chiffres, etc. et tout, mais rapidement, c'était, mais vous avez combien de commerciaux? Mais c'est quoi votre CRM? Mais c'est quoi? C'était toujours sur cet élément-là. Et en fait, cette discussion a quand même, je crois que je crois qu'il y a 6 mois, 7 mois, je ne sais pas, mais elle a changé pas mal de choses, nous, dans notre approche. Alors, elle a déjà changé des choses sur notre approche influence, aussi cumulé au fait d'une discussion avec Moulay, parce que nous, on voulait se lancer sur la technologie, enfin bref, et vous nous avez aussi dit, faites attention à la techno, Pas c'est facile. c'est pas le truc le plus cool qui soit. Bon, ça, pour y parler, c'est un autre sujet, mais sur l'aspect vente, à un moment donné, j'ai utilisé, enfin, je répondais, mais en fait, finalement, je prenais comme une excuse. Je disais, ouais, mais en fait, on galère à trouver un directeur commercial. On a fait des entretiens et puis au dernier moment, la personne qu'on voulait absolument, finalement, a décidé de rester dans sa boîte, etc., etc. Et tu nous as dit, en fait, là, ce qui se passe, c'est que déjà, il y a deux choses. C'est que, un, il va falloir très rapidement mettre en place un système qui nous permet d'avoir de la data pour que enfin, parce qu'en fait, on ne peut qu'améliorer de toute façon que ce qu'on peut traquer. Donc ça, c'était sur la question outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes effectivement, tu es un entrepreneur et qu'on te demande, ah, tu as 4 produits, OK, ce produit-là, il fait combien de pourcents de ton chiffre d'affaires? Tu dois pouvoir répondre comme ça. Ouais. Tu vois? Sinon, tu vas avoir des idées en tête qui sont totalement fausses et tu vas avoir des actions qui sont totalement contre truc. Le fan des chiffres Kemoulai acquiesce avec vigueur. Bon, ça, Ouais, c'était pour la partie data. Et d'ailleurs, ça fait 3 semaines qu'on enchaîne chaque semaine des rendez-vous avec des CRM. Donc, on a fait Black Sales, on a fait HubSpot. Donc voilà, bon, pour le moment, ils essayent de nous, voilà, de non, c'est qualifier justement. super important. Ouais. Et la partie logicielle, ça va être super important parce que ça te permet de mettre tes prospects dedans, de réussir à les qualifier, tu vois, de les relancer quand tu dois les relancer, de faire de l'automatisation, d'optimiser aussi Voilà, ta performance, de suivre ton taux de closing. Il faut que tout doit être chiffré dans la partie commerciale. C'est et, super important. et à moins d'être un monstre en Excel, c'est vrai que les Non, même outils là. permettent. Alors, Alors nous, on utilise quand même un outil, hein, mais qui est plus utilisé pour la facturation et donc on se sert de cet outil. Bon, c'est l'outil quoi l'outil? Celle-ci. Je sais pas Ouais, si tu on connais. utilisait celle-ci à l'époque aussi. Ah, ben voilà. Voilà. Donc voilà. Mais maintenant, pour traquer, pour avoir des schémas, pour encore être plus fort, il y avait cette question d'outils. Donc, connaître déjà où est-ce que j'en suis d'un point de vue commercial. Ça, c'était le premier point. L'autre point que tu avais évoqué dans la conversation, c'était que très souvent, on cherche le mouton à 7 pattes. Donc, le commercial qui, à la fois, il parle Bien comme Steve briefé. Jobs, à la fois, il aime aller en soirée pour faire du networking, à la fois, il est beau sur Excel, à la fois, elle est forte en PowerPoint, J'aimais tout. les spécialistes. Toi, t'aimes bien Moi, j'aimais Alec. les spécialistes. T'en as qui sont bons pour Voilà, exactement. Et c'est ce que tu… apporter, t'en as qui sont bons pour élever. Et en fait, si tu veux, moi, ce que je recommande, généralement, c'est d'avoir, Un par check. exemple, ouais, un chat, c'est en cold call, tu vas avoir des SDR ou des BDR, donc sales développement représentatif, qui vont faire de l'appel à froid. Une fois qu'il y a le rendez-vous, soit eux, ils font la qualification et ils passent au commercial, soit le commercial fait tout de suite la qualification. Donc, le compte exécutif, le business developer, pareil, il y a plein de noms hein, à donner. Une fois que le business developer il a fait son R1, R2, R3, par exemple, dans notre situation à nous, toi, Moula, il serait du R1. R1, sec. Voilà. Il signe et après, tu as un customer success qui va gérer ou tu as un service support en fonction de ta boîte. Et tu as même après, en fonction d'autres boîtes, des gens dans l'implémentation ou des onboarders qui vont gérer en fait la partie je te mets la techno chez toi Ouais. en interne ou je t'onboard sur le produit, je vais te l'expliquer, je vais te donner du contenu pour que tu réussisses à l'utiliser seul. Mais en fait, moi, j'adore les spécialistes. Parce que plus tu es Oui, spécialiste, plus exactement. c'est C'est bon ce que pour tu tes nous clients. avais dit, ouais. Voilà. Et donc, tu découpes les différents métiers et tu formes les gens sur ces différents métiers et en fait, ils deviennent experts de ce qu'ils font, quoi. Et donc, tu n'auras pas meilleur qu'eux. Exactement. Et c'était ça et du coup, là, pour enfin, le dernier événement qu'on a fait, par exemple, on a mis en place pour tester,
on a mis en place un call center, tu vois, juste déjà pour tester qu'est-ce que ça a changé, etc. Et dedans, tu vois, j'ai repéré des personnes qui, justement, étaient fortes. Alors, et j'ai eu pas mal de retours quand je suis dans des événements, etc. Ah, OK, il y a quelqu'un qui m'a appelé, etc. Et à la qualité des retours, disons, même si je pense que sur un événement closé comme ça, c'est difficile parce qu'en fait, les gens ils disent « Ah ouais, super, je suis très intéressé », mais quand tu les rappelles au moment de l'événement, finalement, tu ne closes pas, certes, mais par contre, je pense que ça peut être terriblement efficace pour obtenir effectivement les premiers rendez-vous. Parce que les gens, finalement, sont assez flattés qu'on les appelle pour proposer une expertise, puisque ça veut dire qu'on les considère eux-mêmes comme étant des experts. Donc là, on est dans un système où on est en train de tout refondre au niveau du front, ce qu'expliquait Anthony la semaine dernière, où on va avoir dans le front, pas juste commerciaux, débrouillez-vous, mais ça va vraiment être des gens qui vont faire du call, des gens qui vont être chargés de transformer les leads en prospects, des gens qui vont être chargés de transformer les prospects en clients, et après la phase d'onboarding client. Donc voilà, je voulais partager cela parce que c'est cet échange justement qui nous a aussi ouvert les yeux là-dessus. Ça ne veut pas dire que demain, si on trouve un profil ultra polyvalent, qu'on va pas le prendre, tu vois, on ne sait jamais. Mais je pense que ça enlève des barrières quand on se dit que la personne que tu recherches, et ça, d'ailleurs, on parle de commercial aujourd'hui, mais ça peut être pour autre chose, la personne que tu recherches, peut-être que ça peut être 3 très bons spécialistes qui, en fait, tu découpes en fait le truc et puis voilà quoi. Je ne sais pas si toi, Moulay, dans tes recrutements, tu as Non, moi, déjà c'est eu… pareil. Moi, j'ai fait ça. Bon, nous, on a suivi les méthodes Il y a Balderton, tu sais, il y a le fonds Balderton qui a fait une méthode de sales, si tu veux, je la mettrai. Alors, Moulay, j'ai failli dire, on va mettre le lien en description de la méthode, mais on n'envoie jamais les liens. Donc, pour Mais pas on les qu'on… met, arrête de dire ça. Toi aussi, tu es toujours en train d'alimenter une mauvaise réputation sur nous-mêmes. On ne peut pas accepter ça. On le fait. Si on nous dit, les gens nous disent en commentaire. Ok, continue. Voilà, la méthode Balderton sur les sales. Mais là, je pense que dans tous les cas, comme on arrive à l'heure, moi, je voulais juste finir sur une dernière question, Dorian, qui est quand même Attends, importante. mais explique-nous la méthode. La méthode, c'est exactement ce que tu as décrit, en fait. Ah, d'accord. C'est la méthode que tu as décrit de dire, en fait, tu as les SDR qui appellent, parfois qualifient, sinon qui passent directement derrière à des account exécutifs qui closent. Et derrière, il y a potentiellement des onboarders ou customer success qui assurent. C'est assez simple. C'est juste que ce que ça décrit, c'est la spécialisation et ça insiste sur chacun des métiers à des profils différents. Ce n'est pas tout le monde qui est commercial et qui va tout faire. Et donc, du coup, je pense que la transition pour moi, juste pour conclure, Dorian, c'est toi, tu vois, là, tu étais plus outbound, lui plus inbound. Est-ce que, bon, j'ai lu, nous, tout le monde pense et tout le monde nous dit que dans tous les cas, quand tu fais une société, il faut que tu aies au moins un des founders qui soit commercial. Ouais, ça aide. Ça aide fort. Ouais, ça aide. Et la question, c'est est-ce que toi, tu dirais, est-ce qu'on peut le devenir? Ou qu'est-ce que toi, tu fais pour t'améliorer en tant que commercial? Quels sont les trucs? Parce que, en gros, ce que j'essaye de juste laisser aux gens, c'est de se dire, OK, bon, déjà, si toi, tu n'es pas du tout commercial, il faut trouver quelqu'un qui l'est. Mais quand quelqu'un l'est, qu'est-ce qu'on peut faire pour être meilleur commercial pour toi? Ouais, pour t'améliorer, tu as pas mal de choses. Tu as beaucoup de podcasts, c'est un peu ce que vous faites là, Yeah. aussi, qui existent pour prendre des informations, voir des techniques de vente. Est-ce que tu en as quelques-uns que tu veux recommander au peuple? Qu'est-ce que j'ai écouté, moi? Je crois qu'il y a eu We Are Sales. We Are Sales. Ouais, qui est pas mal en podcast pour les commerciaux. Ouais. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est déjà, regarder des vidéos YouTube, des podcasts, des experts de la vente. Il y a potentiellement des bouquins qui peuvent aider aussi sur la vente. Après, c'est en vendant, on apprend, en se mangeant des portes, là aussi, on apprend. Oui, j'ai vu qu'Alex Hormozy, le gars de TikTok d'ailleurs, aussi qui est très commercial, lui, il recommande de te filmer quand tu fais tes pitchs commerciaux. Bien sûr, ça aide. Et de regarder ceux qui ont le mieux marché d'abord. Bah ouais, parce que tu peux voir combien de temps tu as passé sur ta phase d'introduction ou la phase de découverte ou sur le pricing, ou est-ce que tu as pêché en fait dans ton approche pour réussir à revenir dessus et optimiser chacune des parties. Donc, l'écoute, ça aide pas mal. Tu peux te tester aussi avec d'autres personnes en face de toi pour t'améliorer et t'entraîner dans ton pitch. Donc, ça, c'est important. Donc, plus tu répètes, plus tu vas être bon,
plus tu connais ton produit, plus tu vas être bon, plus tu connais ton marché, plus tu vas être bon. Donc, en fait, la répétition, ça aide. Encore une fois, la répétition. Après, si tu n'es pas bon commercial, ben ouais, c'est mieux quand tu es associé à quelqu'un de bon ou tu recrutes quelqu'un de bon directement pour faire ce métier-là. Mais ce qui est dommage, c'est que si toi-même, en tant que cofondateur, tu n'es pas amené à corriger le pitch de ton salarié, ben, ça peut être un peu compliqué s'il ne performe pas parce que tu ne peux pas l'aider. Ouais. Donc, tu peux lui reprocher quelque chose que toi-même, tu n'arrives pas à faire. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, quand tu n'es pas bon là-dedans, tu n'as pas forcément le choix. Donc voilà, moi en tout cas pour m'améliorer, c'est le terrain. Donc je reste sur le terrain et je continue d'en faire. 2, c'est je suis à l'écoute de voir ce qui se passe un peu sur le marché. 3, c'est de rencontrer des gens experts du métier, donc aller faire des déjeuners ou prendre des cafés avec des gens experts dans le domaine. C'est ce que je fais aussi assez souvent. Même toi, tu vas avoir des experts sales. Ouais, pour m'enrichir sur les différents métiers, pour toujours m'alimenter et améliorer mes compétences. Il faut être curieux. En fait, il faut être curieux et aussi pas que rencontrer des experts métiers, mais des acheteurs potentiels et pas leur vendre ta solution, mais comprendre comment eux, ils aimeraient qu'on leur vende. Ouais, le besoin. Donc, comment eux, ils réfléchissent, comprendre comment ton acheteur réfléchit pour réussir à lui vendre. Et donc, ça, c'est… Désolé, j'arrive j'ai un meeting à 16h là. Ouais, on a rendez-vous. J'avoue, ça fait 1 heure. Donc, on n'a pas parlé de la plus grosse vente, on n'a pas parlé de la vente. Vente de la société. Mais il faut que je revienne là, je monte une nouvelle boîte. Voilà. Je monte une nouvelle boîte dans les sales. Donc, je pourrais venir vous parler de la nouvelle boîte dans les sales, parler de sales et parler des plus grosses ventes avec plaisir. C'est ça. Ok, super. Partout, il reviendra. Normalement, de Rennes, on a une tradition, c'est on choisit un mot de la fin. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin du podcast, qu'ils aient un mot pour prouver qu'ils étaient là. À quel mot tu penserais, toi, pour le… Persévérance. Persévérance. Bon, ben, vous avez le… Persévérance, les amis. En commentaire. Donc, merci Dorian encore. Bon, merci à vous. Hyper cool. Bah, toujours, mec. Toujours un plaisir. Ouais, franchement, hyper cool. Merci. Et avec plaisir pour revenir parler de la suite. Ça marche. Allez, ciao. À tous. Ciao.